La vie est une danse constante entre les choix que nous faisons et ceux qui nous sont imposés. L'arrivée de la cinquantaine, pour certaines femmes, peut être accompagnée de lourdes réflexions, où les regrets et la solitude prennent le devant de la scène. Alors rappelez-vous, il ne s'agit jamais de mal choisir, mais plutôt d'apprendre de ses choix. Alors même si la société met souvent en avant le succès professionnel, la solitude n'est pas une fatalité, et il n'est jamais trop tard pour reprendre en main le cours de sa vie. Embarquons ensemble dans ce voyage à travers le temps, où nous explorerons comment briser le cercle vicieux de la solitude et des regrets. Alors découvrons comment il est possible de transformer le sentiment d'avoir raté sa vie en une source de motivation pour un nouveau départ. Il y a des blessures qui ne se voient pas, des blessures qui laissent le corps en alerte et le cœur en exil. Mais tu n'es pas faite pour rester en survie. Tu n'es pas faite pour t'oublier. Tu es faite pour retrouver ton centre, te sentir en sécurité à l'intérieur de toi et te réapproprier pleinement ta puissance féminine. Dans Elles et la Lune, c'est ce chemin qu'on emprunte. Je suis Anouk. Rejoins le cercle des femmes qui reprennent leur pouvoir. En Suisse, la solitude est un phénomène de plus en plus préoccupant. Selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique, 1/3 de la population suisse vit seule, et ce chiffre est en constante augmentation depuis plusieurs années. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène. Il y a l'individualisation croissante de la société suisse, parce que les gens ont tendance à se replier sur eux-mêmes et à privilégier les relations virtuelles aux relations réelles. C'est moins dangereux, à ce qu'on dit. De plus, la mobilité professionnelle et la précarité de l'emploi font qu'il est difficile de nouer des liens durables. À l'approche de la cinquantaine, les enfants, quand il y en a eu, ont souvent quitté le nid familial et les relations amoureuses peuvent s'être essoufflées ou avoir pris fin. La solitude peut vraiment devenir une réalité pesante qui est accentuée par un sentiment d'isolement social. Et puis, des fois, on ne sait juste plus comment faire. On ne sait plus comment entrer en relation avec les autres, on a perdu le sentiment de savoir utiliser notre féminité. Il y a plein de paramètres. Mais allons plus loin. Le regard en arrière peut être douloureux. On se focalise sur ce qui n'a pas été, sur les choix qu'on n'a pas faits, et ça peut engendrer un sentiment de regret profond. La pression sociale n'arrange rien du tout. Parce qu'avec ces injonctions à la réussite et à la maternité, on nous bassine toute la journée avec ça et c'est vraiment pénible. Mais sincèrement, il est vraiment possible de sortir de ce cercle vicieux. Et surtout, c'est jamais trop tard pour changer de vie. Et surtout pour changer d'état d'esprit. Il y a un autre phénomène que je constate très souvent, c'est la peur du sexe opposé. Vraiment, j'entends de nombreuses personnes qui hésitent à se lancer dans de nouvelles relations après une rupture amoureuse ou après une période difficile dans leur vie, professionnelle par exemple, parce qu'elles ont peur d'être rejetées ou de ne pas être à la hauteur. Lors de mes séances de coaching, j'ai souvent constaté que lorsqu'une personne, que ce soit un homme ou une femme, disent être très bien toute seule, c'est souvent par peur de faire à nouveau confiance au sexe opposé. Alors oui, évidemment, j'entends toujours ces arguments. Ça fait si longtemps que je vis seule. Franchement, je supporterais plus d'avoir quelqu'un constamment dans mes pattes ou de faire des concessions. Ça serait insupportable. J'ai trop l'habitude. J'aime trop ma solitude. Oui, mais c'est paradoxal parce que souvent, ces mêmes personnes, c'est notre mental qui nous sort un petit peu ces excuses. Mais il y a aussi souvent des problèmes d'argent. Lorsque l'un ou l'autre a perdu de l'argent, les problèmes de pension, ou alors monsieur qui a dû donner la moitié de son deuxième pilier, ou madame qui a vraiment eu du mal à joindre les deux bouts parce que justement monsieur ne versait pas la pension alimentaire. Enfin, c'est vrai que ce sont des situations qui coûtent très cher et qui peuvent vraiment nous faire perdre confiance. Ça, c'est difficile de survivre à ce genre de situation. Cette peur de l'autre, elle est souvent liée à des expériences négatives qui ont été vécues dans le passé. Il y a aussi une personne qui a été trompée ou trahie. Ça peut donner ce sentiment
vraiment de peur, hein, de peur de faire à nouveau confiance et de revivre encore et encore les mêmes schémas. Une personne qui a vécu un échec professionnel aussi, hein, comme on l'a vu plus haut, c'est une personne qui s'est entièrement consacrée à sa carrière. Elle peut avoir peur aussi de ne pas être assez intéressante pour attirer un partenaire, ou elle pense peut-être avoir oublié aussi comment séduire et attirer les bonnes personnes pour elle. Pourtant, comme on dit, hein, lorsqu'on tombe de cheval, il faut remonter tout de suite. Alors évidemment, c'est pas la même chose, une relation amoureuse, il faut quand même reprendre du temps, prendre le temps de se retrouver, prendre le temps de se reconstruire. Ça, c'est clair. Mais moi, je vous certifie que lorsqu'on a retrouvé confiance en soi et en la vie, on rencontre la personne qui est la bonne. Et ça, c'est du vécu. Pourtant, pour celles qui me suivent, mon parcours d'épouse a été vraiment douloureux, hein. J'ai été mariée à un pervers narcissique qui a été violent aussi avec mes enfants. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, je sais vraiment de quoi je vous parle. Voilà. Et pourtant, depuis 5 ans, je vis une belle relation avec un homme que j'aurais jamais cru rencontrer avant. J'étais tellement focalisée sur ce style de relation douloureuse, avec un manque énorme de respect et ce genre de choses, que je pensais, comme plein de femmes, je pensais que jamais je pourrais retrouver quelqu'un de bien parce que c'était comme ça, parce que j'étais pas capable, parce que je ne savais pas faire et parce que j'attirais toujours les mauvaises personnes. Mais dites-vous bien une chose, sur les millions d'hommes seuls qui sont en Suisse ou dans le monde, il y en a certainement plein qui seraient heureux de vous aimer et de vous chérir et qui seraient tout aussi heureux de l'être en retour. J'entends la même chose de la part des hommes que des femmes. C'est tellement triste. Mais avant de pouvoir se lancer dans une belle relation comme ça, il faut reprendre confiance en soi, en sa féminité, retrouver son autonomie affective, retrouver sa lumière et sa joie de vivre. Est-ce que vous seriez attiré par un homme qui pense être moche, qui pense être triste, ou qui pense être inintéressant, ou qui pense ne pas avoir assez d'argent pour pouvoir vivre une vie de couple heureuse? Ou alors est-ce que vous seriez attiré par un homme qui attendrait que vous le rendiez heureux, ou bien que vous le tiriez sans arrêt vers le haut? Franchement, je crois pas. Et pour reprendre confiance en soi et en sa capacité à séduire la bonne personne, parce que j'entends déjà quelques-unes d'entre vous dire qu'elles attirent toujours les mauvaises personnes, hein. J'ai été de ces femmes-là, donc je sais. La première chose, c'est de prendre soin de soi moralement. Et ça passe aussi par le physique. Reprenez goût à vous pomponner, à vous habiller avec des vêtements qui vous plaisent, vous offrir une nouvelle coupe de cheveux, une couleur, et pourquoi pas un relooking avec une professionnelle. Franchement, ça fait un bien fou. Et ne vous dites surtout pas que ça sert à rien parce que personne n'est là pour en profiter. Ça aussi, je l'entends tellement souvent, mais vous êtes là et faites-le d'abord pour vous, c'est ça qui est important, c'est vous qui êtes importante. Et puis le reste, il viendra vraiment tout naturellement, alors ça, je peux vous l'assurer. Perso, j'ai toujours aimé m'habiller avec de jolis vêtements féminins. J'adore les jolies robes, les jolis pantalons, enfin, tout ce qui est vraiment féminin. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai souvent entendu, et j'entends encore souvent maintenant, pas besoin de t'habiller avec une belle robe, on va juste manger une pizza. Ou bien, ouais, mais t'as pas besoin de t'habiller comme ça, on va juste chez des potes. Ou bien, ouais, c'est juste une soirée comme ça entre amis. Et alors? Mais et alors? Justement, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai plein de jolis trucs dans mes placards. Et si c'est franchement pour mettre tout le temps les mêmes jeans et tout le temps les mêmes habits confortables, c'est pas la peine d'avoir toute cette ribambelle de jolies robes et de jolis vêtements, quoi. Je sais pas, moi, je vois pas le but. Alors moi, je réponds systématiquement la même chose. J'aime m'habiller et c'est mon plaisir. Et puis, je peux vous dire qu'au final, mon chéri, il est tout content d'avoir une compagne féminine à ses côtés. Maintenant, il me demande même quelle chemise mettre pour qu'on soit raccord. Et ça, j'apprécie énormément. Parce que quand on se sent bien physiquement, ça amène une belle estime de soi.
Et puis, les gens autour de nous, ils déteignent sur nous. Donc, l'inverse est aussi vrai. Ça m'est souvent arrivé quand je travaillais dans des bureaux. Bah oui, même pour aller travailler, j'aimais bien être bien habillée. Et j'ai remarqué que plusieurs de mes collègues, au bout de quelques temps, elles commençaient aussi à remettre des robes, elles commençaient aussi à remettre des jolies choses, à se maquiller. Et moi, je trouve que c'est génial, parce qu'on est des femmes. Et puis, il faut, quelque part, si on veut vivre notre féminité, si on veut entrer de nouveau dans la séduction dans le bon sens du terme, parce que c'est vrai que ce terme séduction, il est souvent mal utilisé. Je ne sais pas pourquoi, on a dans l'idée que quelqu'un qui est joli, quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle, quelqu'un qui est dans la séduction, c'est quelqu'un de manipulateur. Parce qu'on nous l'a appris aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, moi je me souviens quand j'étais petite, quand il y avait quelqu'un qui mettait une jolie robe ou qui se mettait en valeur ou qui avait une assurance qui était plus sûre que les autres, on disait « ouais, elle fait sa crâneuse celle-là ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais bon, moi j'ai 56 ans, alors peut-être qu'aujourd'hui on ne le dit plus comme ça, mais c'était dans la mentalité, surtout en Suisse. Je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, mais en Suisse en tout cas, c'est vrai qu'il ne faut surtout pas se mettre en avant. Ça fait mauvais genre, ça se fait pas, quoi. Et puis, une chose que ça apporte, en plus d'amener une belle estime de soi, c'est que ça amène aussi les compliments. Et ça, évidemment, on a été souvent conditionné à surtout ne pas être regardé. Parce que c'est une forme de séduction pour certains. Ça veut dire que, ok, tu te mets en avant, donc les gens vont te regarder. Ben oui. Et c'est là la contradiction, c'est que d'une part, on se plaint de passer inaperçu, de n'être pas considéré, de n'être pas respecté, et puis d'un autre, on se cache et on n'ose pas montrer la femme qu'on est. Alors évidemment, ça vient aussi de la société, du fait que les femmes sont souvent dénigrées, maltraitées, malmenées, insultées. Donc ça c'est bien sûr qu'à un moment ou un autre, avec la chasse aux sorcières, les femmes ont appris à se cacher par peur, tout simplement de violence ou simplement d'être mal vues. Enfin, il fallait être discrète. Donc, un point qui est important, c'est d'accepter les compliments et les regards qui sont posés sur vous. Oui, bien sûr. Tous les hommes qui vous regardent ne sont pas des pervers qui vous veulent du mal. C'est clair. Et puis les pauvres, je vous assure que pour avoir eu des amis vraiment des amis intimes avec qui je pouvais vraiment parler d'un tas de choses, des amis seulement, je précise, mais en discutant, j'adorais ce genre de discussion parce que eux, ils n'osent plus non plus s'approcher d'une femme, ils n'osent plus regarder les femmes, ils n'osent plus faire un sourire parce qu'ils ont peur de se prendre des râteaux ou de se faire traiter de maniaque. Donc, arrêtons un petit peu avec cette phobie. On est assez grande pour se défendre. Et c'est pas parce qu'un homme nous regarde ou nous sourit qu'il a des mauvaises intentions. Comment voulez-vous qu'après, les hommes et les femmes puissent se rencontrer? Franchement. Donc, c'est vrai que ça fait partie de l'estime et de la confiance de soi. Quand on a le courage de regarder autour de soi et qu'on accepte les regards d'un homme, ou même si votre mental il vous dit « ouais, mais ça, c'est pas mon type d'homme, il me plaît pas du tout ». Mais ça fait du bien au moral. Et surtout, ça redonne confiance. Après tout, vous risquez rien à remercier ou sourire pour un compliment. Alors évidemment, je parle pas des sifflements ou des remarques irrespectueuses, des machos dégoûtants, ces hommes que tout le monde veut éviter, mais voilà. Mais ceux-ci, on n'a pas besoin de les regarder dans les yeux pour les cerner, et puis rien qu'en écoutant, on s'en éloigne, et puis c'est tout, point barre. Sauf évidemment s'ils nous agressent, là c'est encore autre chose, mais ça, c'est un autre sujet. Il y a aussi une autre chose qu'il faut complètement oublier. C'est pas parce qu'on accepte une invitation qu'on est redevable de quoi que ce soit. Ça, c'est une chose aussi qu'on a dans la tête. Je sais pas d'où elle sort, cette idée. Mais perso,
j'ai toujours accepté qu'un homme m'invite. Et ça voulait pas dire du tout que j'allais donner quoi que ce soit en échange. Accepter que monsieur paye l'addition dans sa totalité. Franchement, s'il ne le fait pas lors des premiers rendez-vous, attendez-vous vraiment à ce qu'il soit un tantinet radin ou pire, qui compte sur vous par la suite pour payer les factures. Ça, alors, c'est clair et net. Un homme qui vous invite en premier rendez-vous puis qui vous demande de payer l'addition ou de payer la moitié ou de payer votre part, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ok, c'est moitié-moitié, donc c'est donnant-donnant, hein, ma cocotte. Hein. Moi, je te veux bien te payer la moitié, enfin, je veux bien payer mon repas, mais toi, tu payes le tien. Mais comment voulez-vous c'est une relation qui va être basée sur la restriction. Cet homme-là, il n'est pas généreux du tout. Et puis, en tant que femme, il faut qu'on arrête aussi de toujours vouloir être égal au niveau... parce qu'on n'a pas d'égalité. Franchement, l'égalité entre les hommes et les femmes, moi, je la vois pas. En tout cas, en Suisse, elle n'existe pas. On n'a déjà pas les mêmes salaires, on n'a pas les mêmes droits. Enfin, c'est assez compliqué. Même face à la justice, hein, quand il faut se battre, c'est pas évident pour une femme, hein, contrairement à ce que beaucoup d'hommes pensent. Donc, on n'a pas d'égalité. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait l'égalité dans le paiement des factures et puis des additions? Franchement, c'est masochiste. Alors, si vraiment ça vous dérange, moi j'ai un truc à vous donner. Dites-vous que s'il y a une deuxième fois, c'est vous qui l'inviterez. Mais ça, vous ne le lui dites pas, s'il vous plaît, parce que ça gâcherait vraiment le test. Donc, si il vous invite une deuxième fois ou une troisième fois, à ce moment-là, bien sûr que par la suite, vous pouvez dire « Ok, cette fois, c'est moi qui t'invite » et tout ça. Ça, c'est un échange, mais c'est pas du donnant-donnant obligé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ensuite, une fois qu'on a parlé de ces problèmes d'argent et de, et de séduction, c'est important de savoir gérer ses émotions pour rencontrer quelqu'un et surtout pour attirer les bonnes personnes dans votre vie. Alors attention, ça veut surtout pas dire cacher ses émotions ou les mettre sous le tapis. Non, il s'agit vraiment de se connaître et de savoir ce qui déclenche une émotion perturbante, que ce soit au niveau physique ou moral. Alors pour ça, évidemment, un accompagnement, c'est souvent nécessaire parce que c'est compliqué d'avoir le recul soi-même pour modifier les vieux schémas relationnels ou les habitudes qui pourraient nous empêcher de créer des liens durables et épanouissants. Pour ça, je fais une petite parenthèse, hein, le coaching, c'est une super technique parce que ça vous accompagne dans la mise en place d'actions concrètes pour atteindre des objectifs. L'hypnose, c'est génial aussi pour modifier les comportements ou les schémas dont on veut plus. Et ça, en plus, c'est en se relaxant profondément. Donc ça, c'est tout bénéfice. D'ailleurs, j'ai créé un pack de séances d'hypnose qui s'appelle les 4 clés de la puissance féminine et qui est justement sur ce thème de la confiance en soi, apprendre à gérer ses émotions, remplacer des schémas de vie toxiques ou relationnels par des bonnes habitudes et des bonnes émotions. Vous trouverez ce pack sur mon site internet. Vous trouverez aussi mes séances d'hypnose, de coaching, de tarot, enfin tout ce que je fais. Ensuite, c'est important de se recentrer sur ses propres aspirations et ne pas se laisser influencer par les normes sociales. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Quels sont vos rêves? Quels sont vos objectifs? Et ça, il n'y a que vous qui puissiez y répondre. Encore une fois, ne demandez pas à votre meilleur ami, ne demandez pas à votre compagnon, ne demandez pas à vos parents ou à qui que ce soit. Franchement, il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Alors, quand on parle de reconsidérer ses aspirations, ça ne signifie pas nécessairement tout changer. C'est plutôt prendre le temps de réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous aujourd'hui, à ce qui vous motive, ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Et si vous êtes au creux de la vague et que ça fait très longtemps que vous n'êtes pas posé ce genre de questions, ça vaut vraiment la peine de se les poser, mais je vais vous donner 2-3 astuces tout à l'heure. C'est vrai que souvent, quand je demande à mes clientes ce qu'elles veulent faire, quels sont leurs rêves, elles ne savent pas quoi répondre. Mais c'est tout à fait normal. Hein.
On arrive toujours à retrouver nos rêves et ce qui nous motive, à la fin de mes séances en tout cas. Moi, je vais vous donner quelques méthodes. Vous pouvez prendre le temps de réfléchir à votre parcours de vie. Quels ont été vos moments forts? Quels ont été vos regrets? Qu'est-ce que vous avez accompli dont vous êtes fier? Qu'est-ce qui vous a manqué? Ça, c'est une manière de faire un bilan de sa vie. Mettez-le par écrit. Et puis après, vous pouvez relire et puis vraiment, c'est important. Après, vous pouvez aussi prioriser. Ça, c'est vraiment très important pour moi. Ça l'est moins. Ça, c'est en option. Identifiez vos valeurs. Ça, c'est vraiment important parce que c'est ce qui guide vos choix et vos comportements. Quelles sont les valeurs qui vous sont les plus importantes? Et ces valeurs-là, vous devez les retrouver chez votre partenaire. Parce que si vous n'avez pas les mêmes valeurs, forcément, il va y avoir un déséquilibre à un moment ou à un autre. Alors, les valeurs, elles peuvent se modifier, c'est évident. Au contact de quelqu'un d'autre, on peut aussi modifier ses manières de voir, ses approches. Mais les valeurs, c'est quand même ce qui nous... Comment dire? C'est quand même ce qui donne notre couleur, j'ai envie de dire, notre couleur personnelle. Elle vient de nos valeurs. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que vous aimez faire? Quels sont vos hobbies et vos centres d'intérêt? Ça aussi, c'est important d'en avoir au moins un qui correspond à votre partenaire, à votre futur partenaire. Sinon, on s'ennuie très vite. Et puis finalement, on n'a plus grand-chose à partager. C'est souvent ce qui arrive quand on arrive justement à la cinquantaine ou plus tard, quand on se rend compte qu'une fois que les enfants sont partis de la maison, ou qu'on n'a plus de travail, qu'on se retrouve à la retraite, eh ben, on se rend compte qu'en fait, on n'a plus rien à faire avec la personne avec qui on est. Et ça, c'est douloureux. Mais encore une fois, c'est un bilan de vie à faire et rien n'est jamais définitif. On peut toujours recommencer, se renouveler ou continuer simplement avec la même personne, mais en se posant les bonnes questions. Imaginez son avenir idéal. Ça, on peut le faire seul, on peut le faire à deux, tout à fait. Prenez quelques minutes pour imaginer votre vie idéale dans les années à venir. Où est-ce que vous voyez vivre? Qu'est-ce que vous voyez faire? Avec qui vous voyez-vous? Vous fixez des objectifs. Parce qu'une fois qu'on a une idée plus précise de ses aspirations, c'est important de se fixer des objectifs concrets et réalisables. On arrive trop souvent à la cinquantaine, à la soixantaine, en se disant mais finalement, ok, j'ai pas fait tout ce que j'avais envie de faire. La vie, j'ai pas eu le temps en fait, j'ai pas pris le temps de vivre. Donc maintenant, si vous décidez d'entreprendre un changement dans votre vie, fixez-vous des objets vraiment concrets et réalisables, c'est-à-dire que c'est sûr que c'est pas à 50 ans ou 60 ans qu'on va décider de changer de carrière. Enfin, de changer de carrière, ça c'est toujours possible. Hein. Moi, je l'ai fait à 54 ans. Enfin, un peu avant, mais je me suis lancée à mon compte, vraiment dans ce que j'aime faire, à 54 ans. Donc, c'est possible. Mais c'est surtout, j'ai pas changé. C'est quelque chose que je faisais depuis longtemps. J'ai pas décidé. J'étais collaboratrice de gérance d'immeubles. J'ai pas décidé de devenir coiffeuse ou de changer totalement d'option. Après, tout est possible. Encore une fois, à partir du moment où pour vous c'est réalisable, tout est possible. Simplement, c'est à vous de voir ce genre de choses. Les exercices pratiques qui peuvent vous aider. Ça peut être le brainstorming, donc de prendre une feuille de papier, noter toutes les idées qui vous viennent à l'esprit, sans vous censurer. Ça, c'est super important. Dans toutes les techniques que je vais vous donner ici, c'est vraiment sans se censurer. Mettez tout ce qui vous passe par la tête. Le reste, le tri, il se fera plus tard, dans un deuxième temps. Et vous seriez étonné de savoir aussi que parfois, quand on pense que quelque chose est impossible, c'est justement cette chose-là qu'il faut faire. C'est surmonter ses peurs en se disant « je ne suis pas capable de ». Souvent, c'est ce qui vous amène vraiment à une transformation incroyable et qui vous amène vraiment sur votre vrai chemin de vie, sur le bon chemin de vie. Vous pouvez aussi
faire un collage ou ce qu'on appelle un tableau de vision board, en rassemblant des images, des mots ou des phrases qui représentent vos aspirations et décoller sur un support. Vous avez évidemment le journal de gratitude, dont on n'a plus besoin de parler. Prendre le temps chaque jour de noter les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Ça vous aide aussi à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie. Ça, c'est un exercice qui est très compliqué au départ. Parce que on se dit, ok, gratitude, mais moi, je suis dans le noir, là. J'ai pas de gratitude. J'ai tout qui va mal. Je suis seule. J'ai plus un travail qui me plaît. J'ai plus de revenus, ça peut être aussi. Et ce qu'il y a de bien avec le journal de gratitude, c'est que ça coûte pas cher. Bon, comme toutes les techniques que je vous donne, mais ça vous oblige à changer votre état d'esprit. Alors, au début, ça peut être des toutes petites choses. J'ai de la gratitude parce que je suis en bonne santé. J'ai de la gratitude parce que j'ai une amie fidèle. J'ai de la gratitude parce que toute ma vie, j'ai pu faire ce qui me plaisait. J'ai de la gratitude parce que j'ai eu un super métier hyper passionnant. Même si aujourd'hui, mon gros problème, c'est que je suis seule parce que j'ai tout donné dans ma carrière. Mais en attendant ce métier, cette activité que vous avez eue, vous l'avez faite. Et vous avez eu du bonheur certainement à la faire, si vous l'avez faite pendant toute votre vie et qu'elle a compté plus que tout le reste. Donc regardez ce que ça vous a apporté et ce que ça vous a amené dans la femme que vous êtes aujourd'hui. Ça, c'est important aussi. Les mauvaises émotions, les mauvaises expériences, c'est aussi ce qui nous amène à être les femmes qu'on est aujourd'hui. Et ça, on peut avoir de la gratitude pour ça. On peut avoir de la gratitude envers notre vie, envers l'univers. Je sais, c'est difficile quand on est en plein dedans. Mais ce changement d'état d'esprit, même si c'est des toutes petites choses, même si ça ne parle pas totalement de votre vie, si c'est le fait de pouvoir aller faire une balade au soleil, une balade dans la nature, ou d'aller faire un tour dans votre super voiture si vous en avez une qui vous plaît, ça peut être vraiment des choses que vous avez déjà. Il faut surtout être reconnaissante évidemment pour des choses que vous avez. C'est ça qui est important. Ensuite, la visualisation, vous imaginez en train d'atteindre vos objectifs. Ça, c'est pas facile non plus. Mais ça vous aide vraiment, ça va vous aider à rester motivé et à croire en vous-même. Parce que, encore une fois, comme je le répète souvent, notre mental ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Alors, évidemment, c'est plus facile de se souvenir de choses qui nous ont fait du mal parce que, notre mental est ainsi fait que pour nous éviter de souffrir à nouveau, il nous remet toujours en mémoire ce qui a été douloureux pour nous. Et c'est exactement ce qui fait qu'on est freiné dans tous les sens. Parce que du coup, on n'ose plus aller de l'avant, parce qu'on a peur. Mais en même temps, ça nous amène justement à cette peur de la solitude, à cette peur de sortir de la zone de confort. Et c'est aussi douloureux que le fait de peut-être revivre des expériences. Après tout, on ne sait pas de quoi demain sera fait, et c'est pas parce qu'on se lance dans une nouvelle expérience qu'elle va forcément être douloureuse. Donc reconsidérer ses aspirations, c'est un processus continu. Et surtout, n'hésitez pas à revenir régulièrement à ces exercices et à ajuster vos objectifs en fonction de votre évolution personnelle. Quand vous avez atteint un objectif, vous verrez que du coup, le suivant va être beaucoup plus facile. Parce que vous aurez en quelque sorte pris l'habitude d'aller de l'avant. Et ça, c'est déjà un énorme pas dont vous pouvez être fier. Et ça, vous pourrez vraiment le noter dans votre cahier de gratitude. L'important, c'est de jamais perdre de vue ce qui est vraiment important pour soi. En prenant soin de vous et en suivant vos aspirations, vous pourrez retrouver un sentiment d'épanouissement et de bonheur. Et puis, c'est ça aussi qui va faire que quand vous serez épanoui, quand vous serez bien dans vos baskets, comme on dit, quand vous serez sûr de vous, que vous serez sûr de votre féminité et de votre séduction, que vous n'aurez plus peur de séduire. Parce que, encore une fois, séduire, c'est quelque chose de magnifique. C'est ce qui amène, c'est comme le charisme. C'est quelque chose qui attire les gens. Quand on est joyeux, je pense que vous avez déjà remarqué quand vous avez reçu une super bonne nouvelle. Par exemple,
le jour où vous avez décroché le job de vos rêves, le jour où vous avez eu votre premier rendez-vous amoureux, le jour où, pour les femmes qui ont eu des enfants, où vous avez appris que vous étiez enceinte. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous arrivez à vous remettre dans l'état dans lequel vous étiez? Vous savez, ce fameux état, on dit qu'on avait des papillons dans le ventre ou que la vie était... on était sur un nuage. Et quand on est dans cet état-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout va bien. Les gens nous sourient dans la rue, on attire les bonnes nouvelles, on a les rentrées d'argent. Vraiment, ça plane, mais c'est vraiment génial, tout va bien. Pourquoi? Justement, parce que vous êtes dans ce taux vibratoire qui attire, parce qu'on est automatiquement attiré par la lumière des autres. On est toujours attiré. Vous verrez, et vous avez sûrement constaté, dans une assemblée ou avec des amis ou dans un groupe, il y a toujours quelques personnes qui attirent tous les regards. Une personne qui va rire, une personne qui va être lumineuse, même si elle dit rien. Et ça, c'est quelque chose qu'on a toutes en nous. On a tout en nous. Simplement, les expériences de la vie, elles font souvent... c'est un peu comme si les expériences toxiques ou quand on se réveille justement puis qu'on se dit « mais finalement, j'ai rien fait de ma vie », c'est parce que toutes ces expériences, c'est un peu comme si on nous avait mis de la boue sur nous et que finalement, notre lumière, elle brille plus. Et ce qui est important de faire justement quand on veut retrouver le chemin pour une vie lumineuse, c'est de casser cette coquille de boue. Et c'est avec ces méthodes vraiment qu'on peut y arriver et qu'on y arrive. On a toutes été des jeunes femmes pleines d'espoir, on a toutes été des enfants qui se voyaient grandir dans un autre monde, dans une autre vision des choses, même quand on a subi des violences ou des choses qui sont terribles. On peut retrouver cette insouciance. Et puis, comme je le dis tout le temps, rien n'est définitif. Et si ça n'est pas quelque chose que vous avez vécu en étant jeune, en étant enfant, si vous avez été brimé ou ce genre de choses, essayez vraiment mon pack d'hypnose. C'est des séances que vous pouvez faire de chez vous. Ils sont à télécharger, vous les faites quand vous voulez. Et ça sert justement à ça, à aller revisiter ces vieux schémas et à les transformer avec d'autres souvenirs, avec d'autres croyances qui vont vous faire du bien. Surtout, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Il faut sortir aussi de l'isolement, renouer avec des amis, s'inscrire à des activités associatives ou culturelles, ou simplement vous balader dans la nature ou en ville. Ça va vous permettre de vous reconnecter aux autres. Et surtout, vous pouvez vous entraîner de cette manière à soutenir les regards, à marcher en regardant devant vous. Imaginez, dans un de mes précédents épisodes de podcast, je parlais de l'alter ego. Et ça, c'est un super truc. Imaginez-vous dans la peau de quelqu'un que vous admirez. Moi, j'ai toujours admiré Shakira, Pink, enfin, ce sont des femmes vraiment que j'admire, j'adore leurs chansons, j'adore leur manière d'être. Si vous avez, par exemple, écouté cet épisode de podcast, où je vous invite à le faire si ce n'est pas le cas, je vous parle justement de Beyoncé, qui est une magnifique artiste, qui était timide et qui venait d'un milieu religieux où la religion était très importante. Et elle avait peur de monter sur scène et de briller parce que c'était pas dans son éducation, tout simplement. Donc elle s'imaginait qu'elle était une superstar quand elle montait sur scène. Et ça, il y a beaucoup d'acteurs, d'actrices ou d'artistes qui utilisent cette méthode. Donc vous pouvez le faire aussi. Imaginez une personne avant de sortir de chez vous, imaginez une personne que vous admirez. Et puis vous vous glissez dans sa peau. Vous marchez en vous disant « mais en fait, c'est une façade ». Voilà, je joue un personnage et c'est beaucoup plus facile. Et vous verrez que pour votre mental, ça va permettre de vous libérer aussi. Et vous oserez regarder les gens autour de vous. Vous verrez qu'il y en a très peu qui vous regardent finalement. C'est comme quand on va s'asseoir toute seule à la table d'un restaurant ou sur une terrasse. Si vous prenez le courage de regarder autour de vous, vous verrez que finalement les gens, ils ont plein d'autres choses à faire. Ils ne sont pas tous focalisés sur vous.
Ils sont pas tous en train de se dire « Ah mais regarde, elle est toute seule à sa table ». Et justement, c'est à ce moment-là que peut-être vous allez pouvoir rencontrer un regard qui va vous plaire et commencer à discuter. C'est comme ça qu'ils font les jeunes, hein. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais moi j'ai mes 2 enfants, mais c'est comme ça. Je veux dire, ils se rencontrent dans un groupe, ils n'ont pas peur de parler des uns des autres, de parler les uns avec les autres. Et nous, en tant qu'adultes, eh bien, on a commencé à avoir peur de tout. Et puis, on se réfugie derrière un écran d'ordinateur, et puis sur des sites de rencontres. Et puis, on discute pendant des mois et des mois. Et puis, finalement, il se passe rien. Ou alors, on est déçu le jour où on rencontre la personne. Osez sortir, vraiment, et regardez autour de vous. Alors évidemment qu'après, faut toujours demander de l'aide, hein. Ça, je vous en ai assez parlé. Vous connaissez mon site www.ellesetlalune.ch. Donc, pour résumer, la cinquantaine, c'est pas une fin. C'est un nouveau départ. Si vous en avez envie, bien sûr. Si vous êtes bien dans votre vie, tout va bien. Mais vous seriez peut-être pas là en train de m'écouter. Donc c'est l'occasion vraiment de se recentrer sur soi, de redéfinir ses priorités et de se lancer dans des nouveaux projets. Et puis en plus, à 50 ans, on se connaît, on n'a plus d'enfants à charge, on est libre. On est, dans les archétypes féminins, l'enchanteresse. Ne baissez surtout pas les bras. Croyez en vos capacités à vivre une vie personnelle riche et épanouissante. Alors voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à le partager. Alors on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.